Ceci est un livre audio autogénéré par Google. À Léa Mérignac. Petite introduction. Quel étrange phénomène que la convergence d'événements qui vous entraîne un jour, sans savoir vraiment pourquoi, sur un chemin auquel vous ne vous attendiez pas. Me reste-t-il un fragment de mémoire généalogique de l'ADN de mes ancêtres parisiens, pouvant justifier mon intérêt pour les cabarets fantastiques de Paris à la fin du XIXe siècle? Je venais de terminer la lecture du Château d'Otrante, écrit en 1764 par l'auteur anglais Horace Walpole, aujourd'hui considéré comme le précurseur de la littérature gothique d'outre-Manche, lorsque je repris mes recherches généalogiques pour mes ancêtres parisiens. Si le monde de Walpole est un monde fantastique, où des choses étranges se produisent défiant la logique et terrorisant ses personnages. À l'inverse, la généalogie sonore d'être une recherche aux sources vérifiées et authentiques, avec malgré tout quelques zones d'ombre lorsque certains actes administratifs se sont égarés dans les méandres du passé. Eh bien le croyez-vous, ces deux événements me conduisent au pied de Montmartre. Alors que mes ancêtres paternels portent un patronyme espagnol venu d'un petit village au nom évocateur de Montforte del Cid, il en est un autre qui s'imposa en 1911 lors du mariage de ma grand-mère paternelle Latour. J'aime bien ce nom de Latour. Il me fait rêver aux châteaux médiévaux et aux preux chevaliers. Suzanne Latour est parisienne, de parents parisiens, née en 1847, rue Marcadet dans le 18e arrondissement près de Montmartre. Cette rue est longue, elle coupe le boulevard Barbès puis la rue de Clignancourt pour fuir vers l'avenue de Saint-Ouen. Son père Ulysse, au beau prénom prémonitoire, était un voyageur, cela ne s'invente pas. Un an auparavant, il était revenu de Constantinople, porte de l'Empire ottoman et lieu de sa naissance. Beaucoup d'Européens ont migré milieu 19e vers Constantinople, pour leur savoir-faire apprécié, comme son père contrôleur des tabacs ottomans et sa mère Verena, couturière suissesse de l'Ilno. Je découvrais avec étonnement sur un acte retranscrit dans l'état civil français, que nous avions un imprimeur dans la famille. De retour en France, il se reconvertit en négociant et se fixe rue d'Oudoville toujours dans le 18e. La même année, en 1886, il se marie avec Victorine, née rue Coq-Héron près de Saint-Eustache dans le quartier des Halles-Victoire. Elle est la fille de Charles Hunin, fabricant d'eau de Cels, domicilié au numéro 62 boulevard Barbès. C'est donc là, fin 19e, que les événements s'orientent et convergent progressivement. Les découvertes continuent. Le grand-père d'Ulysse, Jean-Jacques Latour, enfant de la Révolution, demeurait rue Montmartre. Ses beaux-parents du nom de Harlay s'étaient mariés à Montmartre le 23 octobre 1779, mais dans quelle église? Le Sacré-Cœur n'existait pas, peut-être la vieille église Saint-Pierre du XIIe siècle, avant qu'elle ne soit transformée en temple de la raison? Hélas, le fond Andrivaux ne le précise pas. Me voilà forte d'ancêtres bien parisiens, ayant vécu entre Montmartre et le quartier des Halles. Je me souviens aussi plus récemment, de mon grand-père qui parlait en souriant de ses idoles Mistinguett et Joséphine Baker et qui m'appelait la môme Cricri. Bien sûr, il connaissait les cabarets parisiens de Clichy. Suite à mes interrogations sur ces étranges façades, une amie qui préparait une agrégation en littérature anglaise, m'avait conseillé de lire le Château d'Otrante de Walpole, puis chronologiquement le Moine de Lewis, afin de comprendre l'arrivée du genre fantastique gothique dans la littérature anglaise puis française. Un fantastique qui s'épanouit dans un décor médiéval où la religion est omniprésente. Lire ce roman aujourd'hui peut faire sourire mais au XVIIIe, c'était engagé. Voilà semble-t-il un lien possible avec les cabarets fantastiques de Montmartre. Cet engouement pour la mort, la religion et les spectres. Ce que l'on nommera plus tard le romantisme arrive réellement en France, début XIXe siècle avec Lamartine et Hugo pour ne citer que. Un courant littéraire mêlant deux courants précurseurs venus d'Allemagne et d'Angleterre. Cependant est-ce la seule raison? Mais revenons à l'incidence de ma généalogie sur ce thème des cabarets montmartrois. Les Parisiens sortaient beaucoup en cette fin XIXe que l'on appellera plus tard la Belle Époque. Alors, il me plaît d'imaginer que certains de mes ancêtres parisiens comme Ulysse ou Charles fréquentaient le boulevard de Clichy tout près de chez eux. Très certainement, ils ont connu le succès de la taverne du Bagne de Maxime Lisbonne. Ulysse a-t-il rencontré le communard? A-t-il fréquenté les hydropathes au chat noir?
En 1891, il est brocheur, au 11 rue Joseph-Dijon à 2 pas du Sacré-Cœur, et ses parents vivaient rue du Faubourg-Montmartre. Quant à son beau-frère Charles Unine, au départ typographe, revenu lui aussi de Constantinople, il se reconvertit en fabricant d'eau de Cels. Question. A-t-il approvisionné les tavernes, bars et cabarets de son quartier? A-t-il rencontré Rodolphe Sally à l'ouverture du Chat Noir? Livrait-il le Moulin Rouge? Ont-ils participé à la Vache Alcade? Il y avait aussi Eugène, le limonadier, et Félix, le frère d'Ulysse, chapelier, qui épouse la fille d'un plumassier de la rue Marie-Stuart, 2e, et sœur d'un teinturier à plumes. Tous ces métiers fleurent bon la vie parisienne et les cabarets, n'est-ce pas? Mes ancêtres sont-ils entrés dans la gueule de l'enfer pour frémir et rire au spectacle d'Antonin? Au fond de moi, une petite voix me dit que oui, ils vivaient dans le 18e arrondissement. Leur niveau de vie et leur métier le leur permettaient et la toute fin 19e était une période de fête. C'est au bas de la butte Montmartre, dominée par la basilique du Sacré-Cœur, plus précisément entre Place Blanche et Place Pigalle, que les tavernes attirèrent les noctambules fêtards en mal de sensations, de rigolade et d'un boc d'alcool. Savait-il que ce lieu avait déjà un passé singulier et révélateur? Ces cabarets s'ouvrent à peu près tous en même temps sur le boulevard de Clichy. Certains seront plus spectaculaires et parodiques aux thèmes spécifiques, et d'autres plus intellectuels et artistiques. Voici les plus fantastiques à présenter cette forme d'extravagance éphémère. Le premier du genre sur le boulevard de Clichy semble être la taverne du Bagne de Maxime Lisbonne, en 1885 au numéro 2, à l'angle du boulevard des Martyrs, qui déménagera au numéro 34 boulevard de Clichy puis au 12 rue de Belleville. Charles Zidler et son associé Joseph Foller ouvrent au numéro 82 le Moulin Rouge en 1889. Au numéro 34, Antonin et Dorville ouvrent le Néant en 1892. Antonin Alexander ouvre l'Enfer au numéro 53 en 1892. Dorville ouvre le Ciel en 1896 au numéro 53. Au numéro 100, Tristan Rémy reprend la taverne des Truands pendant la Première Guerre mondiale. Un diable, des squelettes et des bagnards, voici l'ambiance festive du boulevard de Clichy en cette fin de siècle, mais quelle est donc l'histoire de ces lieux de fête parisiens si fréquentés et pourquoi tant de succès pour ces cabarets de foire iront jusqu'à dire certains? L'histoire se situe en 1921, lors d'une promenade sur le boulevard à la découverte de ces cabarets aux façades fantastiques, aujourd'hui malheureusement disparus. Au lendemain de la guerre de 1870, la Carmagnole, le Ça ira et tous les refrains révolutionnaires de 93 retentissent dans les rues de Paris. Les paroliers se mettront à l'ouvrage, ils ne reculeront devant rien. Pierre d'Anjou. Paris, Montmartre, 1921. Grâce à leur correspondance suivie, Justine et Angèle viennent de se retrouver après plusieurs années d'éloignement, du temps où elles passaient leurs vacances d'été en Bretagne. Justine venait chaque été chez ses grands-parents dans un petit village breton du Morbihan, et leur maison était voisine de la librairie des parents d'Angèle. Très vite leurs chemins de jeunes filles curieuses se croisèrent parmi les illustrés coloriés, les piles de catalogues, d'annuaires et revues de toutes sortes que comptait la librairie. Ainsi s'écoulaient des étés heureux d'insouciance pour les deux adolescentes, avant la guerre. Des étés de petits secrets entre filles, de ceux qui laissent des souvenirs privilégiés et scellent une amitié sincère. Justine est citadine, elle incarne la jeune Parisienne élégante. Vêtue d'une robe mi-longue à taille basse, elle porte un chapeau-cloche à nœuds plats assorti à sa robe. Ce dernier cache presque totalement ses cheveux auburn coupés courts, et lui donne un air mystérieux. Elle aime sortir et danser et termine des études littéraires. Elle se plaît à préciser que son prénom est un clin d'œil parental à l'impératrice romaine, plus qu'à un certain marquis. Angèle a des cheveux clairs et porte un bonnet de laine grise orné d'une fleur, bien enfoncé sur sa tête. Sa robe droite, sobre, est légèrement évasée aux genoux. Elle est fille de libraire breton, et très tôt habituée à fouiner dans les rayons de la boutique, rapidement apte à répondre aux recherches littéraires des clients et capable de dénicher avec rapidité les ouvrages demandés. Elle est curieuse de savoir, pertinente, spontanée et son rire témoigne de sa joie de vivre. Elle reprendra assurément le commerce de ses parents. Pour elle, son prénom n'est pas un mystère,
Elle connaît l'humour de ses parents et leur admiration pour la belle Bretonne au teint clair et aux joues roses peinte par Gauguin. L'oncle Ulysse est le troisième personnage, parent parisien de Justine. Il sait beaucoup de choses sur les cabarets de Clichy, ses connaissances sont appréciées. Dans sa dernière lettre, Angèle demandait à son ami de lui faire visiter Paris et plus particulièrement Montmartre et le Sacré-Cœur, dont la construction venait de s'achever. Elle en avait pris connaissance en lisant la presse parisienne, et nourrit une curiosité pour ce quartier atypique. Elle s'impatientait d'arpenter les ruelles pavées de la Butte. C'était impensable d'être à Paris sans visiter cette nouvelle basilique de pierre blanche. Impossible de ne pas entendre Françoise Marguerite, sa cloche de 26 tonnes appelée aussi la Savoyarde, plus lourde que le bourdon de Notre-Dame. Pensez, 28 forts percherons l'avaient tissée en octobre 1895 en haut de la butte du Sacré-Cœur. En cette belle journée de printemps 1921, elle venait de se retrouver avec émotion devant la gare Montparnasse et l'espace-temps avait magiquement disparu. Après avoir hélé un taxi, les deux amis se dirigent vers Montmartre. En haut de la butte d'où l'on voit s'étendre Paris, Justine propose à son ami une visite digne d'une guide expérimentée. La construction de cette basilique décidée en 1873 en expiation des crimes de la Commune, a commencé en 1875 en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, juste après le siège de Paris par les Prussiens et les révoltes populaires. Construite près de la vieille église Saint-Pierre, dernier vestige de l'abbaye royale de Montmartre et proche de l'emplacement des canons défendant Paris lors du conflit. Les expropriations nécessaires à la construction et l'imposant chantier ont suscité l'indignation des Montmartrois amoureux de leur but, un lieu riche de sa spécificité, de son passé et connu pour ses imprimeries tirant des journaux d'opposition. C'était reçu comme une ingérence dans l'indépendance revendiquée de leur quartier. Montmartre, G. Renaud et H. Château, 1897, Église Saint-Pierre, dessin au galop, col. Matray. Mes parents m'ont raconté cette période qu'ils ont vécue, et la polémique de cette construction religieuse dominant Paris à l'endroit des combats et de la révolte populaire. De ce jour, l'édifice n'a cessé d'être une cible pour les chansonniers de la butte. Victor Meusy interpréta au Chat Noir son cantique gaulois, le Sacré-Cœur de Jésus, auquel fut ajouté un refrain dans le journal L'Ami du Peuple. Oh! Sacré-Cœur de Jésus! D'où Jésus? Qui donc t'a fichu là-dessus? 5. Meusy. De plus, coïncidence ou non, en 1891, l'inauguration de la basilique est aussi l'année du triste anniversaire des 20 ans de la Semaine sanglante. Angèle demande. Le Sacré-Cœur, c'est avant tout un lieu de pèlerinage? Tout à fait. C'est le sanctuaire de l'adoration eucharistique et de la miséricorde divine. Fidèles et curieux s'y côtoient quotidiennement. Montmartre pourrait étymologiquement signifier le mont des martyrs. Un évêque n'y a-t-il pas été supplicié au IIIe siècle? Le bienheureux Denis termine enfin sa vie sous le glaive. Montmartre, G. Renaud et H. Château, 1897, selon G. de Tours. Oui, l'évêque Saint-Denis, évêque d'Athènes, qui aurait accompli des miracles et ne voulait renier sa foi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.